Français parlent aux Français. La crise économique aggravée, appliquée à l'Europe dans toute la diversité de ses peuples et de sa production, nous ramène à l'idée de la monnaie comme variable d'ajustement absolument nécessaire. En réalité, pour qu'il puisse y avoir un euro pour l'Europe, il faudrait que l'Europe soit homogène sur le plan économique et social. Mais mon cher Vincent, la zone euro déjà n'existe plus. Parce que à partir du moment où, depuis des semaines, les États européens de la zone euro n'empruntent plus quasiment au même taux, à partir du moment où, je parle même pas des Grecs qui peuvent même plus financer, mais les Italiens, les Espagnols empruntent à 6%, 7%, bientôt davantage, que les Français sont petit à petit mis dans la zone des Italiens et des Espagnols par les marchés, à partir de ce moment-là, la zone euro n'existe plus. À partir du moment où les Allemands ont décidé, à tort ou à raison, et en partie à raison d'ailleurs, mais peu importe, que la dette de la Grèce ne serait pas couverte par la solidarité européenne, ils ont décidé que la zone euro n'existait plus de fait. C'est-à-dire que une zone euro, vous comprenez bien que ça nécessite une solidarité totale. À partir du moment où il n'y a pas cette solidarité totale, la zone euro est condamnée à se défaire. Ce qui est absurde dans la construction européenne, c'est que on postule que parce que nous sommes contigus géographiquement, nous avons les mêmes intérêts. C'est faux. La France défendrait beaucoup mieux ses intérêts, et notamment les questions écologiques, si par exemple, à l'ONU ou à l'Organisation mondiale du commerce, elle faisait alliance avec des pays qui pensent comme elle. C'est l'euro qui a créé la vie chère dans notre pays, qui a asphyxié le pouvoir d'achat de nos compatriotes. C'est l'euro qui est à l'origine du chômage. Nos dirigeants européens nous ont expliqué qu'il fallait sauver l'euro pour renforcer l'Europe. Mais là, pour sauver l'euro, nous avons affaibli l'Europe. Hier matin, les bourses exultaient et l'euro montait encore, rendant encore moins compétitive notre industrie, déjà plombée par un euro surévalué depuis des années. Les Européens sont des espèces de shadocks qui creusaient des trous pour en boucher d'autres. Dans tout autre pays du monde, la Banque centrale aurait avancé l'argent, aurait fait tourner la planche à billets. C'est le privilège régalien de tout État dont se servent d'abondance les États-Unis. Les Allemands ont refusé que la BCE agisse de même, parce que c'est interdit, verboten, par les traités européens. Les États, en fait, se sont mis, dans l'ambiance générale de délire ultralibéral, dans des situations budgétaires difficiles, en baissant les impôts des riches. Ça a été expliqué assez bien par François Chenet, autre économiste. On baisse les impôts des riches, on leur recrée un surcroît d'argent, on crée des problèmes financiers aux États et on met les riches en situation de prêter à ces États. Oui, c'est une sorte de mécanisme délirant. Vous dites, ils ont bénéficié d'une baisse de leurs impôts. C'est ce qui les met en situation de prêter aux États. Et voilà. Ils prêtent, ce sont les prêteurs, et finalement, ce sont les prêteurs qui sont à l'origine de la dette, si je comprends bien. Oui. Ils ont incité les États oui. à s'endetter. Oui, une société ne peut pas fonctionner correctement, quel que soit son système monétaire d'ailleurs, si de plus en plus d'argent va aux plus riches. Il y a un moment donné où la machine se détraque parce que c'est le gros de la population qui consomme, qui travaille, et on ne peut pas rester dans une structure sociale où les 1% supérieurs accumulent des signes monétaires trop importants. C'est ça qu'il y a derrière toutes ces crises. Alors, si on prend un peu de recul, tout le système fonctionne sur deux abstractions. Une abstraction frauduleuse qui est le dollar papier qui ne repose sur rien, c'est-à-dire le système mondial fonctionne sur une monnaie de référence qui est une fausse monnaie, et puis une autre abstraction stupide qui est la zone euro qui n'a aucun sens, qui en fait il ne peut pas y avoir un euro parce qu'il y a une trop grande disparité des économies européennes. Et en fait ce double système additionné à la logique de la dette fait que en fait, après de lentes dérives et des maquillages où on fabrique de l'argent pour essayer de faire redémarrer la machine totale est bloquée sous une énorme pile de dettes avec de la fausse monnaie d'un côté et une économie générale bloquée de l'autre. Le pouvoir sur le monde occidental est le pouvoir de l'argent. Ce pouvoir de l'argent est le pouvoir bancaire. Et ce pouvoir bancaire, c'est le pouvoir de fabriquer de l'argent à travers le pouvoir sur le dollar, à travers la création de la Réserve fédérale américaine, donc là, 1913, je crois. Et c'est le principe de la dette systématique, c'est-à-dire ce cartel bancaire de 12 banques, internationales d'ailleurs, ont le pouvoir qui se sont donnés à eux-mêmes par une lente prise de pouvoir sur le politique par l'argent, parce que l'argent achète tout, de prêter l'argent au reste du monde,
de fabriquer de la monnaie à partir de rien, mais par contre de toucher en retour un taux d'intérêt et d'être en fait les maîtres de l'investissement, les maîtres de la monnaie, très important, et donc en fait les maîtres du monde, dans ce monde régi par le commerce, dans une vision matérialiste, etc. Voilà. Et finalement aujourd'hui ce pouvoir total bancaire, qui est le 3e chapitre, où j'explique tout ce processus à la fois historique de la domination de la banque et aussi mécanique à travers la logique de la monnaie, et notamment j'explique par rapport à la loi, par exemple la loi de 73 en France, dont on commence à parler, qui est l'interdiction aux États de se prêter à eux-mêmes à travers leur propre banque centrale, c'est-à-dire la suppression du pouvoir régalien qui est le vrai pouvoir du prince, que j'appelle le prince, qui est de battre monnaie, quand ce pouvoir lui est progressivement interdit. Ça commence aux États-Unis, puisque les États-Unis sont pionniers forcément dans ce monde-là, en 1913, ça arrive en France en 1973, et ça se prolonge dans l'Union européenne par la mise en place de la BCE, la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire que tous les États, pour se financer, c'est-à-dire leur politique sociale, leurs investissements productifs, sont obligés d'acheter de la monnaie sur le marché privé, voilà. Ce qui fait, qui augmente encore considérablement le pouvoir des banquiers. Voilà. C'est pour ça qu'à limite, on retrouve un accord entre les marxistes et les libéraux authentiques, pour dire aujourd'hui, finalement, le monde n'est absolument plus libéral. On est dans un monde bancaire, oligarchique, où finalement un système de prédation d'une toute petite élite, que Attali appelle l'hyperclasse mondialisée, s'appuie pour imposer sa prédation par la logique de la dette, qui est la logique de la dette généralisée, des États, de l'endettement privé, hein, c'est la même chose, c'est-à-dire que tout le monde vit à crédit, et passe son temps à rembourser du crédit à la banque, exactement comme les serfs travaillaient la terre pour que les nobles puissent manger sans travailler. Il y a un vrai parallèle. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Tu devrais au moins avoir l'humilité de reconnaître que les choix faits depuis 84, acte unique de ton maître Jacques Delors, acte unique qui nous jette dans la mondialisation, puis entrée de la Chine dans l'OMC qui détruit des millions d'emplois, puis l'euro avec une monnaie qui manifestement est surévaluée et qui donc, plus la concurrence des Allemands que j'ai expliqué tout à l'heure, détruit encore des emplois. Tu devrais au moins reconnaître que les choix qui ont été faits depuis 25 ans ont été une succession d'erreurs funestes. Alors ne donne pas la leçon à ceux qui étaient contre ces choix en disant « Ah bah alors votre plan B il est nul, mais c'est le plan A qui est nul !» Que l'on refuse de voir. Soit, et ça serait la chose la plus raisonnable à faire, les pays de la zone euro se mettent d'accord et ils dissolvent la zone euro. Mais bien sûr. Ça, c'est la chose. On peut faire ça ? Oui, on peut le faire. Ben la deuxième solution, ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on aura toute une série de pays qui vont sortir de la zone euro. La Grèce sera obligée de sortir. Après elle, le Portugal. Les effets de contagion seront tels que l'Italie ne pourra pas rester avec ce niveau de dette, et donc on aboutira à quoi? On aboutira à une zone euro croupion, en fait autour de l'Allemagne, auquel la France, je le crains, voudra absolument s'accrocher. Si nous nous accrochons à cette zone euro, qui aura connu, par le simple fait de sa contraction, une réévaluation importante par rapport au dollar, je dis que là nous sommes économiquement morts. Mais moi ce qui me préoccupe le plus actuellement, c'est la façon dont on parle de la dette, c'est-à-dire l'espèce de moralité répressive, bêlante, tout entière tournée contre les emprunteurs. Vous voyez, il y a cette idée que... Savoir les États. Les États, les citoyens, les Français, les Grecs, tous coupables, par les Allemands qui sont hyper sérieux, ils sont tout à fait endettés aussi, mais il y a une sorte de cette idée que le coupable pour la dette, c'est l'emprunteur. Mais en fait, c'est juste pas vrai. Je veux dire, c'est simplement, quand on étudie dans l'histoire ce qu'est la dette publique, je veux dire, les riches adorent la dette publique. Je veux dire, c'était déjà dans le 18 Brumaire de Marx, la dette publique est un truc formidable pour les riches. Je veux dire, l'un des problèmes de l'économie internationale, je veux dire, ces dernières décennies, c'est que l'ouverture aux échanges, la liberté absolue des échanges, presque absolue ou exagérée des échanges internationaux, a produit une sorte de montée phénoménale des inégalités, un tassement des revenus chez les gens pauvres, d'où la nécessité d'endettement d'ailleurs qui est fabriquée par ce système, mais surtout a créé un terrible problème pour les riches, car les riches, on ne le dira jamais assez, les riches ont leurs problèmes, et leur problème c'est que faire de cet argent dont ils n'ont pas besoin. Donc vous êtes riche, vous avez de l'argent, et donc vous êtes pris entre deux frayeurs, la frayeur de le perdre, et la frayeur de ne pas en gagner plus. C'est terrible. Vous voulez dire que c'est eux qui ont prêté aux États? Mais c'est-à-dire qu'en fait, les riches ont besoin de prêter. Les banques ont besoin de prêter. Les banques, c'est un faux nez pour les riches. Hein.
Je veux dire, il y a toutes sortes de machins dont on parle partout, les agences de notation, les États, Bruxelles, les banques. En fait, tout ça est contrôlé maintenant pour une sorte d'hyperclasse, d'oligarchie. C'est les riches. On est revenu sur ces voyages, on revient dans le passé. Je veux dire, il y a des riches qui ont trop d'argent, il y a un besoin de prêter. La crise est mondiale. Et les pays anglo-saxons sont dans une crise au moins aussi grave que l'Europe. Sauf que, mon cher Alain, les Anglais, qui sont beaucoup moins bien gérés que les Espagnols, eh ben, ils empruntent à 2%, mon cher Alain Duhamel, alors que les Espagnols, ils empruntent à 6%. Oui. Et que les Japonais, qui ont une dette beaucoup plus importante que les Français et les Italiens en pourcentage de PIB, eux aussi. C'est bizarre. Ils empruntent à 2%. C'est pas du tout bizarre. Alors vous me direz, c'est parce que leur dette est largement nationale, et vous aurez raison. Oui. Mais aussi, mon cher Alain, parce que, comme dit le grand économiste Paul Krugman, en prenant l'euro, les Italiens, les Espagnols, et ça vaut aussi pour les Français, se sont transformés en pays du tiers-monde qui empruntent une monnaie étrangère qu'ils ne créent plus. Et à partir de là, il y a des rigidités qui coûtent très cher. Et c'est là qu'on revient au raisonnement du départ. C'est qu'en fait, cette monnaie unique, c'est que cette monnaie unique, en fait, est mal conçue. Parce que pour une monnaie unique, il faut un budget fédéral, il faut une nation, Alain Duhamel, et l'Europe n'est pas une nation. Les États-Unis et l'Allemagne au 19e siècle ont créé des nations. Et troisièmement, il faut une langue commune pour permettre un marché du travail fluide. Il n'y a aucune de ces conditions. Seulement Duhamel s'en fout, parce qu'en fait, il n'est pas dans la réalité, il est dans le mythe romantique d'une Europe politique. Alors, c'est-à-dire ce que je vois en historien, c'est des classes dirigeantes européennes complètement affolées qui n'arrivent plus à gérer l'autodestruction de l'usine à gaz qu'ils ont construite, qu'ils appellent l'euro. L'euro est déjà théoriquement une monnaie fictive et une monnaie écartelée qui n'a pratiquement plus de sens. Sur le papier, l'Union européenne et l'euro sont déjà morts, hein, pour moi. Ils ne peuvent être maintenus que de force, de manière fictive, et contre les peuples et contre le concret, la réalité économique et sociale. Donc, oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand est-ce que tout ça va péter, et plus on retarde, plus ça va péter fort. C'est ça l'idée, quoi. On est face quand même à une oligarchie complètement autiste et isolée, qui s'appuie sur des abstractions, et qui, au nom de ces abstractions, veut que ça suive, alors que plus rien ne suit. Et c'est ce que Lénine appelait à un moment donné l'éternel retour du réel, c'est qu'à un moment donné, ils vont se prendre le réel dans la gueule, sous forme de révolte populaire, enclenchée par une misère populaire. Hein, et c'est vers ça qu'on va. Les politiques européens n'ont que ce qu'ils méritent. Ils ont avalisé la liberté totale des capitaux, qui donne une force irrésistible aux injonctions des marchés. Ils ont excessivement endetté leur pays pour maintenir un modèle social que ne finançait plus une croissance anémiée. Ils se sont mis dans les mains de leurs créanciers, qui les renvoient comme des domestiques, et nous avec. C'est drôle, c'est que tout ce qui est théorie de la monnaie et théorie de la banque, quand on regarde les citations de Rockefeller, de Disraeli déjà à l'époque, ou des grands capitalistes comme Ford, ils disent tous en gros que si le peuple comprenait comment marche la monnaie et comment marche le système bancaire, il y aurait une révolution demain matin. Et on est en ce moment, c'est pour ça que mon livre s'appelle Demain la gouvernance globale ou la révolte des nations, c'est qu'on ne sait pas si demain il va y avoir effectivement le gouvernement mondial, hein, qui est un gouvernement mondial de la banque en réalité, hein, c'est évident, ou ce que j'appelle la révolte des nations, c'est-à-dire les peuples, qui sont des peuples dont l'identité est nationale, qui se révoltent. Et en ce moment d'ailleurs, ça craque un peu en Europe, du côté de la Méditerranée, de l'autre côté de la Méditerranée, aux États-Unis aussi. Ça craque un peu de partout, on ne sait pas s'il va y avoir effectivement la victoire définitive de ce nouvel ordre mondial bancaire, dont j'estime que c'est un lent processus de domination qu'on peut tracer au moins comme projet sur 2 siècles et demi, ou si tout va péter bientôt. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.